Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui je vous donne mon opinion en long, en large et espérons tout en nuances du nouveau jeu de l'équipe de Darrington Press avec comme principal concepteur Spencer Stark, oui, soit Daggerheart. Donc, Daggerheart s'efforce d'offrir à la fois un ensemble quand même assez robuste d'outils permettant des scènes de combat dans des mondes fantastiques, tout en favorisant une narration collaborative entre les joueurs et le maître de jeu. Daggerheart est un jeu de rôle influencé par des jeux comme Donjon Dragon 4e édition, le système Genesis de Fantasy Flight Game, Blade in the Dark et le système Cypher. Le jeu, Daggerheart, revendique fièrement la plupart de ces influences-là, évoquant dès ses premières pages les différents jeux de rôle qui ont influencé ses mécaniques. Donc, le premier jeu de rôle auquel moi, j'ai joué dans ma vie de rôliste, c'était Edge of the Empire de Fantasy Flight Game, qui utilise le système Genesis. Donc, le principe de réussir avec des désavantages et d'échouer avec des retombées positives m'avait déjà charmé à l'époque, mais le système de dés interprétatif était, je dois l'avouer, un peu complexe et intimidant pour une nouvelle joueuse que j'étais, qui n'était pas une adepte nécessairement des ligues d'improvisation. Donc, à la maison, je joue probablement plus souvent aussi à la 4e édition de Donjon Dragon qu'à la 5e. Donc, la balance des rencontres, l'évolution des personnages beaucoup mieux équilibrée entre les classes en font, selon moi, une excellente itération du jeu. Ayant plutôt dernièrement joué à Scums and Villainy, j'ai adoré le système de clock, des downtime du jeu, et quand j'ai vu, et qui est repris de Blades in the Dark, là, donc quand j'ai revu ces différents éléments dans la proposition de Daggerheart, j'ai commencé à croire que ce nouveau jeu-là serait pas juste une autre version beige de Donjon Dragon qui émule, dans le fond, des combats médiévaux fantastiques. Comme j'explique dans les carnets de règles sur le jeu, que vous pouvez voir ce côté-ci, en haut de ma tête, au cœur du système de Daggerheart se trouvent les dés de dualité, donc une paire de dés 12 de couleurs différentes. Lors des différents jets, les joueurs lancent les 2 dés 12 et ajoutent les modificateurs pertinents. Les résultats des 2 dés sont additionnés pour déterminer la réussite ou l'échec et les effets narratifs supplémentaires sont déterminés par le résultat le plus élevé des 2 dés, donc appelé le dé d'espoir ou le dé de peur. Donc, l'espoir et la peur font également partie des ressources que les joueurs doivent gérer tout au long du jeu. La ressource espoir alimente plusieurs capacités. Les joueurs doivent également suivre leur stress, leur point de vie, leur armure, qui est à la fois un type d'équipement et de ressources dans le jeu, leur or et leur équipement là, en bonne et due forme. Le maître de jeu, lui, utilise quant à lui la peur générée principalement par les joueurs lors de leur jet de dés pour effectuer des actions supplémentaires ou activer certaines capacités des monstres qui peuplent son monde. Donc, il en résulte une gestion importante des ressources tout au long de la partie, en plus du suivi narratif ou de la résolution de mystères que le maître de jeu pourrait souhaiter proposer à ses joueurs. La création de personnages, elle, ressemble quand même beaucoup à la dernière version de Donjon Dragon 5e édition, avec le passé du personnage, ayant un impact mécanique et narratif plus grand que celui de l'espèce. Donc, un aspect intéressant de Daggerheart concerne l'expérience des personnages. Donc, ce sont des mots-clés, des courtes phrases qui représentent le passé du personnage, mais qui peuvent être utilisés pour donner un bonus mécanique durant la partie. Donc, ça me fait un peu penser, moi, à DCC. Donc, on s'entend, là, le jeu est très différent, là, très loin, extrêmement loin de DCC là, dans son esprit. Mais dans cet aspect-là, où l'emploi précédent du personnage peut donner un avantage mécanique dans sa tâche actuelle, l'expérience, dans le fond, du personnage me fait penser un peu à ça. Donc, ce genre de mécanique-là fait vivre l'idée que notre personnage n'est pas né à 23 ans avec un arc entre un ogre et un kobold. Là. Donc, il n'est pas né combattant déjà tout fait. Notre personnage a un passé, puis on a la chance de faire vivre ce passé-là et de mettre à profit ce passé-là durant la quête de notre personnage, ce qui le teinte et ce qui lui donne de la couleur.
Donc, avec des choix de pouvoir liés au domaine, les habiletés de classe, les choix d'ascendance et d'origine, Daggerheart gère aussi une immense modularité grâce à l'utilisation des cartes, donc qui sont fournies avec le livre de règles du jeu. Les cartes deviennent des éléments faisant partie de l'équipement, le joueur pouvant avoir un maximum de 5 cartes à la fois. Donc, une gestion de cartes active devient donc un élément du jeu aussi, les joueurs ayant pas tous accès à tous leurs pouvoirs nécessairement à tout moment. Les cartes ne sont pas techniquement nécessaires pour jouer parce que toutes les informations qu'elles contiennent se trouvent également dans le livre de règles qu'on peut recopier sur nos fiches de joueurs, mais elles sont, à mon avis, plus pratiques que de noter justement toutes ces informations-là. Et franchement, le fonctionnement des domaines fait qu'elles sont plus une nécessité qu'un bonus, à mon avis, dans mon type de jeu. Donc, la présence de ces cartes-là, c'est un aspect positif du jeu pour moi. Encore plus qu'elles soient incluses avec le jeu. Je trouve que c'est un désavantage si on compare à Donjons Dragons, où parfois, les habiletés plus longues, le temps de les lire, de les retrouver sur notre feuille, ça fait que la feuille de personnage, elle est plus longue, il y a plus de place, il n'y a pas de place pour toutes, justement, nos habiletés. Là, les cartes aident cet aspect-là. Je trouve que ces mécaniques-là sont bien articulées entre elles, rendent le jeu intéressant, rafraîchissant aussi. Toutefois, je me demande comment le jeu va gérer sa propre croissance. Ce que je veux dire par là, c'est que si une extension amène de nouveaux domaines, est-ce que chaque livre va venir avec une boîte avec ses propres cartes? Si de nouvelles classes mélangent les domaines existants, sont mises de l'avant, est-ce que des nouvelles cartes d'habileté vont venir soutenir ces classes-là, justement? Donc, le jeu est loin d'avoir atteint le maximum de classes possibles. Il y a 36 combinaisons de domaines possibles, puis il y a seulement 9 classes publiées officielles en ce moment. Donc, on est au quart de la possibilité, en supposant que c'est pas possible de créer une nouvelle classe avec les deux mêmes domaines et qu'elle soit unique, là, ce qui est pas garanti. Donc, en fait, là, 4 classes sont déjà à l'essai sur le site internet de Daggerheart, donc The Void, qu'ils appellent là, pour leurs essais et leurs éléments qu'ils mettent à l'essai avant de les publier officiellement. Donc, on retrouve l'occultiste et le guerrier. Et tout récemment, là, je pense que c'est avant que j'enregistre, la sorcière et l'assassin, avec des cartes de classe imprimables pour chacune de ces classes-là. Donc, il y a aussi des propositions de 6 nouvelles ascendances et 6 nouvelles communautés, avec les cartes encore là respectives. Donc, le jeu va assurément perdre de sa qualité visuelle si on doit commencer à mélanger nos belles cartes professionnelles qui viennent avec le jeu avec des cartes imprimées maison sur du papier de moins bonne qualité. Ou si le jeu vient avec un exemplaire de chaque carte. Donc là, je dis vraiment un exemplaire. Ça signifie, oui, que si chaque joueur n'a pas sa copie du jeu ou si 2 joueurs souhaitent appartenir à la même communauté et partagent le même jeu, veulent avoir la même ascendance, par exemple, mais il faut imprimer des cartes ou acheter le jeu une deuxième copie parce que les cartes ne sont pas vendues seules pour le moment. Donc, je le mentionne, je trouve que la qualité visuelle du jeu, elle est impressionnante. Les croquis représentant différentes manières d'imaginer les différentes espèces est original, est inspirante. Ça permet de voir justement un peu à l'extérieur de la boîte, de penser à l'extérieur de la boîte sur comment imaginer son personnage. La facture visuelle en général est cohérente dans son ensemble. Toutefois, à mon goût personnel, encore là, la proposition visuelle est assurément très classique. Voire, je trouve que ça manque un peu de personnalité, tellement c'est classique dans sa présentation. Un point fort du jeu, c'est la façon dont Daggerheart encourage les joueurs à participer activement à la construction du monde, comme dans une pluralité là, de jeux propulsés par l'Apocalypse, PTBA. Donc, ça commence dès la session 0, lorsque les joueurs sont invités à nommer des points de repère sur une carte, et ça se poursuit, oui, avec diverses pistes d'histoire et d'idées intégrées à l'aventure. Donc, le jeu encourage les joueurs à improviser sur le monde en répondant à leurs propres questions sur répondre à des questions qu'on leur lance là, sur l'apparence d'un personnage non-joueur ou le comportement des habitants d'une ville. Donc, c'est censé nourrir le maître de jeu d'idées narratives, lui permettant de créer une histoire improvisée, davantage basée sur l'ambiance que sur une planification méticuleuse. Donc, pour les amateurs de jeux de rôle préférant une division plus classique des rôles entre le maître de jeu et les personnages joueurs, ou les joueurs tout court, cet aspect-là va pas être un point positif du jeu. Ici, on est vraiment plus dans une approche de narration et de création collaborative.
Donc, pour ma part, je pense que c'est une approche que, en fait, c'est une approche que j'apprécie. C'est un aspect qui peut être super intéressant à jouer, créant une belle dynamique à la table. Toutefois, ça met aussi en évidence un inconvénient de cet aspect-là, justement, du gameplay, et qui est pas propre à Daggerheart en soi, là. C'est la même chose pour Age of Empires, 13 Ages et autres jeux du genre, là. Pour les joueurs qui s'y attendent pas à ça, qui sont pas habitués aux parties où ça se produit ou qui improvisent pas nécessairement bien, qui ont pas d'aisance là-dedans, ça peut vraiment donner l'impression d'être mis sur la sellette et être un peu intimidant comme mécanique. Donc, comme je t'ai dit, comme pour moi, Age of Empires, comme nouvelle joueuse, c'était prendre une grosse bouchée de l'éléphant pour commencer, de devoir déjà improviser le monde autour de soi, puis l'interprétation des résultats, et pas juste rouler mes dés. Donc, le jeu se présente comme étant léger sur les règles, favorisant la création cinématique. Ça, c'est vrai et faux à la fois. Des mécaniques du jeu, comme l'absence d'ordre d'initiative, les dés de dualité, donnent au jeu son aspect cinématique. Toutefois, la gestion des ressources, le calcul des modificateurs lors des jets, celui des dégâts que notre personnage subit, la gestion de l'armure, ne met définitivement pas le jeu dans la catégorie des jeux rule light. On est aussi vraiment extrêmement loin de l'OSR avec nos 3 statistiques à gérer. J'ai mentionné aussi l'absence d'ordre d'initiative lors des combats. L'objectif, c'est de créer une caméra imaginaire qui se déplace sur le champ de bataille. Donc, des épées s'entrechoquent, un événement majeur se produit, donc l'attention est portée là, puis des choses se remettent en place et l'attention est portée ailleurs. Un effet secondaire de ça, cependant, c'est de transformer le jeu narratif sympathique en un échange entre le maître de joueur contre des personnages joueurs distincts, où le maître de jeu a aucune action à faire, sauf en cas d'échec des personnages joueurs, ou si un joueur roule avec peur. Si je dis ça, ou presque, là, le maître de jeu peut dépenser des jetons de peur pour reprendre le spotlight, mais ça peut vraiment créer une dynamique où les joueurs ont vraiment le haut du pavé longtemps, ou l'inverse. Donc, les combats peuvent être donc très difficiles à organiser et à gérer, un ennemi pouvant jamais ne activer ou activer vraiment souvent si tous les gestes se font avec peur. Donc, ça rend pas les combats impossibles à gérer, mais le rythme va demander un jeu d'ajustement de la part du maître du jeu pour voir quand interrompre le flow pour garder l'attention et quand laisser les joueurs profiter de leur roulé de dés chanceux et avoir du plaisir dans cette fabuleuse chance-là. Bon, ça va sembler ironique avec ce que je viens de dire, mais le calcul pour balancer les rencontres est plutôt simple et est dans les aspects positifs du jeu. Donc, s'inspirant de Donjons & Dragons 4e édition, le jeu offre différents rôles aux ennemis aussi, dont le concept des minions qui revient dans ce jeu-là. Donc, cette diversité offre des combats dynamiques et différents les uns des autres. Un autre aspect que j'aime beaucoup du jeu, c'est le système de décompte qui a été repris de Blades in the Dark. Donc, on utilise des décomptes durant les rencontres dans plusieurs jeux, mais ici, on reprend l'idée de faire des décomptes à long terme qui aident mécaniquement à rendre l'univers du jeu vivant pendant que les aventuriers avancent la quête principale, autant que autant que quand ils se préoccupent des quêtes secondaires. Donc, le jeu propose aussi aux joueurs d'avoir des quêtes plus personnelles, pouvant être avancées durant leur downtime, leur temps de repos, les repos longs principalement, que ce soit le développement de relations avec des personnages non-joueurs, la lecture d'un tome, déchiffrer un document. Donc, tout ça peut se faire avec les clocks, donc des espèces d'horloges, on pourrait dire, des décomptes. Et on peut faire en cochant des sections selon le temps qu'on investit durant les repos. Donc, les joueurs peuvent eux-mêmes faire des coches sur leur propre décompte en investissant des mouvements durant leur repos long et le maître de jeu aussi durant les repos longs peut faire avancer ses décomptes personnels sur des événements majeurs qui arrivent dans le monde. Donc, le livre se termine aussi sur un chapitre présentant plusieurs mondes ou plusieurs univers possibles pour établir les campagnes. Donc, ce chapitre est vraiment bien fait, selon moi, donnant des idées comment certaines classes, certaines ascendances ou communautés peuvent être perçues dans ces univers-là. Donc, chaque monde a sa couleur, soit en proposant des règles particulières additionnelles propres au monde ou en proposant des factions avec des relations possibles. Donc, pour les nouveaux maîtres de jeu pouvant être un peu
perdus quand vient le temps de créer leur première campagne, ça peut être une aide vraiment fantastique. Autant que pour les maîtres de jeu vétérans qui peuvent y trouver de superbes idées à intégrer, autant, comme je vous dis, les factions que les manières d'intégrer différentes lignées puis comment qu'elles sont perçues ou traitées dans l'univers. Dans le même ordre d'idée, le manuel est vraiment bien écrit pour que le tout soit simple et accessible pour les débutants. Mais les joueurs ayant plus d'expérience derrière la cravate vont pas avoir l'impression non plus de perdre leur temps à lire des pages et des pages remplies de concepts qui sont évidents quand tu es habitué à jouer à des jeux de rôle. Donc la lecture elle est fluide, elle est imagée, mais elle est aussi inspirante et intéressante, peu importe notre niveau d'aptitude ou d'aisance dans le domaine des jeux de rôle. Mon jeu d'aventure fantastique idéal serait un jeu où l'intrigue rend les choses tendues et palpitantes, où les lames s'entrechoquent, des mots violents sont échangés, des mystères sont dévoilés, où les personnages sont aux prises avec des dilemmes moraux. Daggerheart est-il capable de faire ça? Oui, mais non, pas vraiment. Donc, ce que je veux dire, c'est que, comme dans Donjons Dragons ou n'importe quel autre jeu de rôle, si vous avez des scènes captivantes et tendues, mais c'est grâce au talent des joueurs et du maître de jeu et non pas à cause du système. Une scène d'intrigue politique avec des disputes houleuses peut comporter quelques tests, mais aucune règle tactique en soi, et quand même être mémorable. Donc, dans Daggerheart, ces tests vont être plus nuancés. Grâce aux dés de dualité, les scènes de combat sont également un peu plus nuancées, parce qu'un jet d'espoir ou un jet de peur nécessite plus de narration qu'un simple échange de dégâts. Mécaniquement, votre personnage est également plus qu'un simple bloc de statistiques qui lance des dés, parce que vos expériences passées vont influencer vos lancers de dés que vous allez devoir expliquer pourquoi est-ce que c'est pertinent pour ce lancer-là. Donc, toutefois, plusieurs bons joueurs de Donjons Dragons ou n'importe quel autre jeu, encore une fois, incluent déjà leur passé dans leurs présentes actions. Contextualisent déjà qu'est-ce qu'ils font. Donc, la différence, c'est que dans Daggerheart, mais la réflexion sur son personnage est intégrée au jeu pour nous y faire penser. Daggerheart met des béquilles ici et là pour nous faire penser à jouer plus narrativement et moins de manière mécanique, mais le jeu, dans le fond, le fait, ironiquement, de manière mécanique. Au final, j'apprécie beaucoup Daggerheart. Au départ, je me disais honnêtement que ça allait être un autre jeu clone de Donjons Dragons, ou pire, là, l'espèce de monstre de Frankenstein, des jeux de rôle où on a pris un peu de tout ici et là, puis on a essayé de faire fonctionner tout ça dans un assemblage plus ou moins cohérent. Toutefois, plus je lisais le volume, plus j'étais conquise par les mécaniques, son esprit, sa proposition en général. Donc, on jouera pas à l'autruche, là, on s'entend. L'empreinte de Donjons Dragons est partout dans le jeu. Des classes aux espèces ou caractéristiques des personnages joueurs, à l'esprit de la conception des personnages. Donc, si vous êtes un joueur de Donjons Dragons et que vous recherchez quelque chose qui ne sera pas trop dépaysant, mais qui vous fait essayer de nouvelles mécaniques plus narratives, un peu différentes, ce jeu-là est fait pour vous. Si vous avez déjà laissé Donjons Dragons derrière vous pour un autre système plus narratif, ou au contraire, vous êtes un fervent passionné de l'OSR, vous n'accrocherez pas nécessairement, voire pas du tout, à Daggerheart. Donc, c'est pas mal ce qui conclut puis ce qui résume ma critique de cette nouvelle proposition-là. Je suis quand même super intéressée à connaître votre opinion sur le jeu. Êtes-vous intrigué? Avez-vous déjà essayé? Êtes-vous intéressé? Pensez-vous que Daggerheart s'adresse à votre style de jeu ou au contraire, ça vous repousse? Est-ce que l'effet Critical Role vous intrigue ou encore là, c'est quelque chose qui vous rebute que ça soit collé à cette marque de commerce-là. Donc, écrivez-moi votre opinion en commentaire. Je suis intéressée à connaître votre point de vue sur le sujet. Aussi, si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Bye!